Alors Jean-François Lucas, faire et devenir avec les données numériques, donc un titre peut-être assez énigmatique qu'il va nous expliquer. Donc Jean-François est docteur en sociologie, expert ville numérique au sein de Chronos, qui est un cabinet d'études et de conseil et de prospective qui accompagne les projets d'innovation territoriale avec les acteurs publics et privés. Et il est également chercheur associé au laboratoire de sociologie urbaine de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Alors il va nous expliquer, mais ses pratiques de recherche, sa recherche s'intéresse aux pratiques sociales dans les environnements urbains équipés numériquement, ce dont on parle évidemment aujourd'hui, l'implication des citoyens dans la ville intelligente, les questions de participation, de consultation, et la représentation des villes et des environnements en 3D dans les mondes virtuels et les jeux vidéo. Voilà, merci Jean-François, je te laisse la parole. Merci. Alors en fait, je ne vais pas vous parler de ça. Pour une raison, c'est que j'ai lu et relu le programme du concours. Donc je me suis dit que j'allais essayer de vous apporter quelques billes à la fois conceptuelles et puis aussi quelques questions que je me suis posées, que je vais vous adresser. Donc dans une visée peut-être plus pratique par rapport à votre sujet. Néanmoins, une approche aussi au début peut-être un peu plus théorique, mais surtout pour essayer de vous donner quelques idées. Mon titre a un tout petit peu changé par rapport à ce qui était dans le programme. Je crois que j'avais dit faire et devenir avec les données numériques, et puis en fait je me suis dit que je n'allais pas parler vraiment de data parce que c'était pas forcément ce qui vous intéressait, mais peut-être plus de numérique en général, pour ce que tout le numérique peut regrouper et tout ce que ça veut dire et ne pas dire à la fois, mais voilà, donc c'est un titre un peu plus général. Peut-être qu'on reparlera des données par la suite, après les interventions de manière un petit peu plus précise. Très rapidement quand même, pour parler d'un travail que j'ai mené en 2013, enfin que j'ai mené de 2008 à 2013, un travail de doctorat, sur la question de l'habiter dans les mondes numériques en 3D. Donc moi je m'intéresse à la question de l'habiter depuis un petit moment, et à ce que ça veut pouvoir dire d'habiter un environnement, un monde numérique en 3 dimensions. Alors très simplement, en fait, j'ai fait une thèse où je m'interrogeais sur les pratiques des personnes dans des mondes en 3 dimensions, et notamment dans un monde qui s'appelait Second Life. J'ai travaillé aussi un peu sur Minecraft. Et en fait, je constatais que des gens y allaient et construisaient des villes en 3D. À la fois, je travaillais pour une ville qui s'appelait la ville de Rennes, et qui est la première ville au monde à avoir sorti une ville en 3 dimensions sur CD-ROM. Et à la fois, il y avait des gens qui construisaient des trucs dans un monde, qui se réunissaient, qui construisaient des villes. Et en fait, je me suis juste posé une question, enfin 2 questions. La première, c'était que font ces gens dans ces univers, et la deuxième, c'était comment ils le font. Et donc, j'en suis arrivé à étudier les pratiques spatiales des avatars, donc des personnages en 3 dimensions, dans ces univers-là, et donc pratiques spatiales, donc pratiques sociales. Simplement là, c'est pareil, je vous ai mis une image où on voit en fait des points sur des cartes. C'est que j'ai développé dans le cadre de cette thèse un tracker. Donc sur le principe de volontariat, je suivais 256 avatars pendant quelques mois. J'ai obtenu à peu près 90 millions de données qui me permettait en fait de suivre les personnes dans le monde et de voir comment ils se réunissaient, de voir, etc. Et très simplement, et on passera à un autre sujet, mais c'était juste pour vous présenter un peu ça, l'image du milieu, c'est l'île à Dublin, et en fait c'est le lieu où il y a eu toujours le plus de monde dans mes recherches. Ce lieu, c'est le pub. Et donc les gens se réunissaient dans un monde virtuel et discutaient, écoutaient de la musique, enfin voilà, ils faisaient plein de choses dans ce pub qu'ils avaient construit eux-mêmes. Donc voilà, la question du numérique et de l'habiter, qui me travaille personnellement depuis un moment. Alors, quelques éléments de réflexion sur l'habiter. Ça serait utopique de résumer la question de l'habiter en un quart d'heure, 20 minutes. Néanmoins, quelques petites briques. Il y a déjà, si on fait de l'étymologie, et là je fais référence à Thierry Pacaud, qui en fait nous dit que habiter provient du latin habitar, qui veut dire habiter souvent, enfin avoir souvent, pardon, et c'est aussi lié au dérivé habitudo qui dit habitude. Sauf que c'est pas simplement parce qu'on occupe régulièrement un même endroit, qu'on loge dans un même endroit, qu'on l'habite. Ça, il y a plein de travaux qui nous le disent, mais il y a Heidegger notamment qui le disait en D58, en fait, qui disait « Si les bâtiments donnent une demeure à l'homme, il n'y habite pas. Si habiter veut simplement dire que nous occupons un logis. » Donc il y a cette dimension temporelle qui est très importante dans la question de l'habiter, mais qui est bien évidemment pas la seule. Il y a d'autres éléments qui, moi, m'intéressent dans mes travaux, et qui ont vraiment irrigué toute ma thèse sur cette question de l'habiter, c'est que l'habiter aussi, c'est le fait d'avoir un lieu à soi.
C'est un lieu qu'on va façonner, qu'on va arranger, qu'on va aménager. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est de l'ordre du vécu. C'est-à-dire que c'est un lieu, et ça c'est Leroux qui nous le dit, dans lequel on va pouvoir mettre ses propres objets qui sont chargés de sens, qui sont chargés d'un vécu. Alors un lieu, ça peut être un appartement, une maison, mais ça peut être aussi un quartier. Quand on dit j'habite ce quartier, j'habite cette ville, c'est aussi qu'il y a quelque chose de l'existant, quelque chose du vécu, quelque chose du ressenti qu'on a vécu dans cette zone ou dans ce lieu. Et donc tout ça, ça participe à la continuité temporelle aussi de l'individu. Donc c'est des choses qu'on retrouve chez Senso. Et puis il y a un bouquin qui moi m'a marqué, qui m'a servi, c'était le livre de Segaud, de l'anthropologie de l'espace, qui nous dit en fait que pour habiter, au-delà de la question de la temporalité, au-delà des principes que j'ai pu vous donner avant, ou des dimensions que j'ai pu évoquer avant, il y a vraiment la question de l'appropriation. Et comment on fait sien. Et ça va être quelque chose qui va être important dans le reste du temps que j'ai pour vous parler. C'est vraiment la question de comment on s'approprie au travers d'une pratique et comment on fait sien. Alors parmi les différents bouquins que je vous cite, il y en a un, pour le coup je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous invite vraiment à le lire, c'est le livre Espèce d'espace de Georges Perec, qui est tout simplement poétique, qui est magnifique. Alors je vois quelqu'un qui fait non, faut vraiment le lire, ça se lit vraiment tout seul, c'est un livre vraiment magnifique. Et en fait là c'est une liste de mots qui nous lisent des actions en fait, lorsqu'il emménage. Enfin c'est pas lorsque lui emménage, mais c'est des actions qui sont relatives à l'action d'emménager, et du coup c'est aménager, emménager. Pourquoi j'ai mis cette image? Parce que pour s'approprier l'espace qui est le nôtre, là en l'occurrence un appartement, une maison, et là je fais référence à des travaux de Michel Lusseau, un géographe français. Michel Lusseau nous dit il faut, pour habiter un espace, que cet espace, en fait, on ait l'autorisation, cet espace doit autoriser l'action d'habiter. Et pour lui, l'action d'habiter, c'est l'habitation. Alors c'est assez intéressant parce que l'habitation, chez Michel Lusseau, c'est pas une unité d'espace, en fait, c'est un processus. C'est-à-dire qu'on va être dans un processus d'habitation à partir du moment où on va pouvoir avoir des prises sur cet espace, on va pouvoir le faire sien, on va pouvoir l'aménager. Donc c'est pas une unité d'espace. Le terme autorisé est assez intéressant parce que on peut le prendre dans plusieurs sens. Il y a d'abord le sens légal. C'est est-ce que vous êtes autorisé à casser une paroi chez vous? Est-ce que vous êtes autorisé ne serait-ce même à mettre des pointes au mur parce que vous êtes locataire? Donc il y a une dimension légale. Et puis il y a autorisé en tant que possibilité de faire des choses, en tant que pouvoir d'agir. Et ce pouvoir d'agir, il est intéressant également parce qu'en fait, il peut se lire dans une réflexivité qui est celle d'un côté l'individu, entre guillemets, est-ce que vous, même si vous avez le droit de casser un mur, vous avez la capacité, le savoir pour casser ce mur, et en même temps, est-ce que le dispositif qui est le vôtre, donc est-ce que je reste sur l'exemple de l'appartement, vous permet de casser le mur? En cela, est-ce que c'est un mur porteur et vous ne pouvez pas le casser? Est-ce que c'est un autre type de cloison, etc., etc. Donc en gros, il y a vraiment dans ce terme d'autoriser, c'est à la fois est-ce que j'ai les capacités de le faire, et à l'inverse, est-ce que le dispositif, l'environnement dans lequel je suis, me permet de réaliser ces actions. Alors je ne vais pas trop en faire sur les questions des prises, mais ça me semblait néanmoins intéressant. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, on n'a pas forcément tous les mêmes prises pour agir sur l'environnement qui est le nôtre. Alors, la notion de prise, on la retrouve dans différents courants, on la retrouve notamment en écologie de la perception chez Gibson, sur le fait qu'il nous dit que certains objets nous donnent des prises pour agir. Sur ces objets, vous avez des poignées de porte, des choses comme ça. Là, je fais plus référence à des travaux en sociologie, c'est chez Bessier et Château-Renaud, pour la faire relativement courte sur le sujet. Il y a quelque chose d'intéressant chez eux, c'est que la prise, en fait, se résume pas simplement justement au fait que l'objet nous donne prise, que l'objet effectivement nous donne une prise sur lui-même pour qu'on puisse agir. Ça fait référence à tout un réseau en fait de savoir plus large, d'instruments et de sensations. Alors pourquoi j'ai mis un sac à main?
parce que leur livre s'appelle Experts et faussaires, et qu'ils prennent plein d'exemples, et qu'en fait ils prennent un exemple sur la détection de contrefaçon chez les douaniers. Et en fait il y a quelque chose d'intéressant, c'est que si vous prenez ce sac à main, moi j'y connais strictement rien, si c'est une contrefaçon mal faite, on peut se dire que je vais prendre le sac à main, que je vais peut-être m'apercevoir parce que la lanière tient mal, parce que ce qui est en doré, je vais peut-être croquer pour voir, et puis si ça se cache, je vais me dire, bon, il y a une chance que ça soit un faux produit. Si c'est une contrefaçon qui est extrêmement bien faite, ça ne va pas être aussi simple, d'accord? Donc il y a des savoirs qui vont permettre, en fait, ce qui fait la différence entre, ce que nous disent les auteurs, entre un expert et un profane, c'est déjà les savoirs, donc ils vont pouvoir identifier au travers de littérature, au travers de choses qui sont normées, etc., ce qui est du vrai ou du faux. Mais il y a aussi, et c'est juste sur ce point que je vais insister, parce que les notions sont plus complexes, mais ça ne sert à rien d'aller plus loin, sur la question en fait, de l'expérience sensorielle. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'en fait l'expert qui va avoir fait ça depuis 10 ans, en une demi-seconde, parce qu'il va toucher le sac, parce qu'il va le voir, parce que peut-être l'odeur, je ne sais pas, il va pouvoir détecter en fait que c'est un faux. Donc il y a cette notion de prise sur laquelle je réinsiste en fait, qui est que vous pouvez avoir prise sur quelque chose. Et l'environnement peut aussi vous donner des prises, mais en fait, c'est pas simplement une réflexivité sur la prise en tant que telle, c'est que ça fait aussi référence à toute une sorte de capital expérientiel qui va vous permettre en fait d'avoir des prises autrement sur cet objet que simplement par l'objet. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? J'ai essayé de prendre les termes habitat numérique et à la lecture du concours qu'est le vôtre, je me suis dit, je vais essayer de relier tout ça. Je vous ai parlé de l'approche que je pouvais avoir sur l'habité. Je vous parle de ça parce que pour moi, il y a des liens que je vais essayer de faire. Alors, je vais essayer d'être pertinent le plus possible pour essayer de vous convaincre, mais il y a des liens dans ce que je viens de vous dire sur l'habité et sur les problématiques de l'habité, sur les problématiques en fait similaires du point de vue du numérique et puis de la fracture numérique qui était également, enfin qui est évoquée dans la description de votre concours. Alors j'avais misé sur le fait, et je mise encore sur le fait que Pascal Plantard va bien plus appuyer que moi sur la question de la fracture numérique. Moi je l'aborde selon un seul point, c'est qu'en France notamment, et tu me reprends si je dis des bêtises, et ça a été dit en fait, il y a eu un premier cycle de la fracture numérique qui s'est intéressé à la question de l'aménagement des infrastructures, etc. Et puis plus tard, on est allé vers les usages. Je ne suis pas sûr que le chemin soit encore bien fait pour beaucoup de monde et on parle encore énormément d'infrastructures. Et en France, il y a notamment un lien qui a été fait entre la question de l'infrastructure et la question de l'accès à la connaissance, à l'éducation. En gros, c'était de dire on fournit un accès en tant qu'infrastructure à une population, ça va lui permettre en fait d'avoir accès à du savoir en ligne, donc du Wikipédia, etc. Le problème de cette vision, en fait, qui lie l'infrastructure au savoir, et là je prends des travaux de Dominique Boulier dans un bouquin qui s'appelle Sociologie du numérique, qui est un guide, notamment à destination des étudiants, qui est assez intéressant. En fait, Dominique nous dit simplement, le problème de cette vision qui relie l'infrastructure au savoir, c'est qu'il y a une sorte de hiérarchisation des usages du numérique, tout simplement parce qu'on va estimer qu'il y a certaines pratiques qui sont nobles et d'autres non. Et en fait, le fait d'aller sur Wikipédia, le fait de faire des MOOC, on va estimer que c'est plus noble que de passer son temps sur les réseaux sociaux ou de jouer aux jeux en ligne. Quand certains jeux, là j'ai mis une image de World of Warcraft avec un CV, tout simplement parce qu'il fut un temps, je ne sais pas si ça se fait encore, mais je sais qu'il y avait eu un peu, pour suivre l'actualité des jeux vidéo et des mondes virtuels, des entreprises américaines qui en fait valorisaient le fait que vous soyez dans World of Warcraft et que vous avez passé tant d'heures parce que vous gériez une guilde, donc en gros un groupe d'individus, et que vous arriviez à être modérateur, et donc en gros dans une équipe vous arriviez à valoriser ça. Donc voilà, tout simplement pour dire qu'en fait il y a un angle qui est celui de la connaissance et qui valorise certains usages par rapport à d'autres. Et typiquement, est-ce qu'on parle de fracture numérique pour les jeux vidéo, ou est-ce qu'on se dit que les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, ils sont victimes de la fracture numérique des jeux vidéo? Non, parce qu'on estime que c'est pas forcément des pratiques qui sont nobles en tant que telles. Ça a été évoqué. J'ai mis cette image parce qu'en fait, c'est une question de référentiel.
ça a été évoqué, la question du téléphone portable et des usages. C'est exactement ce qui s'est passé en Afrique, effectivement. Il y a eu, on est passé d'une étape où il n'y avait pas forcément d'infrastructure de téléphone fixe à directement des équipements en téléphone mobile. On sait les usages en fait, que peuvent avoir certaines populations en Afrique de micro-paiements, de transactions, etc., qui sont plutôt comment dire, répartis dans la population et qui sont, j'ai pas le terme, assez diffusés en fait. Et donc, quand on prend les pratiques de téléphonie mobile en fait sur différentes populations, la question de la fracture numérique n'est pas du tout la même. D'accord ? Donc c'est une question d'échelle, une question de référentiel, etc. Et pour continuer là-dessus, ça, c'est une image en fait d'une étude de 2011. Alors, j'ai plus les données derrière. Je sais plus si c'est, enfin, j'ai pas les données en fait le panel. C'est-à-dire, je sais plus si c'est juste aux États-Unis, dans le monde, etc. Encore une fois, je veux juste insister sur le point de vue qui est celui de la fracture numérique. Là, vous avez différentes générations. Peu importe le terme, qu'on soit d'accord ou pas, mais génération X, Y, les younger boomers, les older boomers. Et en fait, si vous prenez l'usage du mail, on voit qu'il n'y a pas forcément de différence dans les activités et dans l'usage du mail entre ces différentes populations. D'accord ? La question de la vidéo et la question de l'utilisation des réseaux sociaux est un peu différente. Est-ce que ça mérite qu'on parle de fracture numérique ? Qu'il y ait des différences, c'est une chose, mais est-ce que voilà, ça mérite qu'on parle de fracture numérique ? Pas forcément. Donc voilà, gardez bien ça en tête, c'est une question de catégorie. On met des catégories et on va mettre des termes derrière. Et puis, je reviens sur les propositions de Dominique Boulet quand il parle de la fracture numérique. Lui, il parle de style. Je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en fait, la question des styles qui reprend à Gagne-Pain, qui en fait, Jean Gagne-Pain dit juste les styles, il y a une tension entre du particularisme et de la standardisation. Il y a quelque chose d'intéressant parce que en fait, de se dire qu'on a des styles différents, que de la même manière qu'on a des styles vestimentaires différents, on peut peut-être avoir des styles d'usage différents. C'est pas parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes connaissances ou les mêmes pratiques qu'il faut être catégorisé d'une manière ou d'une autre. Et en cela, la notion de style peut être intéressante. Je passe vite sur toutes ces notions-là. C'est vraiment pas parce qu'on pourrait parler d'une heure de chaque notion. C'est vraiment pour essayer de vous imprégner de différentes notions et que si vous en gardez une parce que ça vous intéresse dans votre projet, j'aurais déjà fait une partie du boulot. Et du coup, dans ma réflexion, j'en suis revenu à l'exemple de Daniel Blake qui est pris dans la description du concours. Et à cette question de la dématérialisation et de ce dont je cite, vous citez les exclus de la société numérique et les oubliés d'Internet. Alors je ne sais pas si Pascal, tu vas en parler. Tu vas parler des différentes catégories. Donc je fais un peu de teasing pour la conférence d'après. Donc je ne vais pas en parler, mais ça mériterait néanmoins de se demander qui sont ces gens-là et comment on les catégorise. Alors Daniel Blake, je ne sais pas si vous l'avez vu, pour resituer très très rapidement, normalement vous avez tous lu le descriptif, mais très rapidement, c'est un Anglais de 56 ans, je crois, le film se passe à Newcastle et en fait il est victime d'un problème cardiaque. Donc ses médecins lui disent qu'il ne peut pas retravailler directement, donc il veut avoir accès à des aides sociales. Et puis on lui dit qu'en fait il faut qu'il s'inscrive en gros au pôle emploi anglais, mais que du coup s'il s'inscrit il n'a plus le droit à ces aides sociales, donc il rentre dans un système totalement kafkaïen et en fait il ne sait plus comment faire. Alors vous pointez dans la description en fait le fait que cette personne est complètement démunie face aux outils informatiques. Et là, il y a une image, c'est en fait, il est devant un formulaire qu'il doit remplir. Alors, il a la chance d'avoir quelqu'un qui l'aide, mais très ponctuellement, parce que cette personne, plus tard, se fera attraper par sa hiérarchie. On lui dira, vous n'avez pas le temps de vous occuper de lui, allez faire autre chose. Et en fait, l'image où il prend la souris, c'est juste qu'on lui dit, en fait, déplacez votre souris en haut à droite. Et puis, lui, vu qu'il ne sait pas, il prend sa souris et puis il essaye de la mettre sur l'écran. Alors, au-delà de la critique du film de Ken Loach sur la politique de Cameron aux États-Unis et la privatisation des aides sociales, il y a quand même quelque chose qui est intéressant là-dedans, en fait, c'est que pour avoir vu le film, il y a quelque chose qui est marquant, c'est que cette personne, là je reviens sur la question de la dématérialisation, c'est que cette personne, elle est seule. C'est que là, on a une image où il y a quelqu'un, mais comme je vous l'ai dit, cette personne qui l'aide, cette personne qui fait de la médiation auprès de lui pour lui expliquer les choses, ça doit durer 20 secondes, et puis il y a sa supérieure qui vient la chercher, et puis je ne sais plus ce qu'elle lui dit, mais en gros, elle lui dit, vous n'avez pas que ça à faire, vous occupez pas. Et donc,
lui est complètement démuni, mais il est démuni parce qu'il ne sait pas faire, mais parce qu'il est vraiment totalement seul. Et donc, il y a quelque chose d'autre dans ce film, c'est la perte de lien en fait entre les individus. C'est qu'il y a de la dématérialisation, donc c'est très bien parce qu'en fait on se dit que on va gagner du temps dans le remplissage de formulaires, mais au final il y a une perte de lien entre les personnes dans un lieu qui regroupe des personnes qui ont besoin de liens, d'assistance, etc. Donc c'est juste là-dessus où je voulais revenir, faire le lien en fait entre la question de la dématérialisation et de la médiation. Et alors là, je vais essayer de tout regrouper pour vous dire en fait pourquoi je vous ai parlé de ça. Tout simplement parce que à la lecture du projet, et pour encadrer d'autres étudiants dans d'autres écoles, etc., je pense qu'il ne faudrait pas que vous preniez le numérique comme une fin en soi. C'est que je me dis qu'au travers de la microstructure que vous pouvez concevoir, c'est pas une microstructure pour proposer des usages numériques, c'est pas, enfin, à mon sens. C'est-à-dire qu'on peut, et vous pourrez peut-être vous dire, je vais faire une microstructure pour en gros permettre à des gens de voir des films, permettre à des gens de faire des formulaires, etc. Je ne pense pas que ça soit forcément la bonne marche à suivre. Que le numérique soit un médiateur et un vecteur, en fait, qui leur donne accès à cela, ça peut être une chose. Mais la question, elle est qu'en fait, si on reprend, puisqu'a priori vous vous intéressez à des personnes qui n'ont pas d'accès, qui ont peut-être pas forcément les savoirs ou les compétences, la question c'est aussi de repartir d'autres savoirs ou d'autres compétences qui pourront, c'est pas qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont, mais qu'on n'arrive pas forcément à identifier, ou que vous n'identifiez pas parce qu'on n'a pas le même référentiel qu'eux. Donc la question elle est vraiment de se passer, de se poser en fait à leur place, de prendre leur point de vue. Et je pense que la question de l'anthropologie, je crois que mon titre c'est anthropologie, je ne sais pas si tu feras le lien, mais c'est l'autre slide, ça se relance. Ok. Et en fait, du coup, pourquoi je vous dis ça? Parce que je me disais, si je devais encadrer un groupe étudiant, si je devais vous conseiller sur ce projet, je pense que ce qui serait intéressant pour vous, c'est vous demander comment en fait vous pouvez donner prise aux gens, pas simplement pour qu'ils utilisent les services que vous allez leur donner, mais pour qu'ils en fait, ils soient même, et on rejoint la question du design, qu'ils soient au cœur de ce processus, en fait. D'accord ? Donc c'est pas simplement de concevoir quelque chose pour eux, c'est de concevoir quelque chose avec eux. Et donc avec eux, ça veut dire s'intéresser à eux du point de vue des savoir-faire qu'ils ont et des compétences, mais ça veut dire aussi, pourquoi pas, leur laisser une marge de manœuvre, des actions où ils peuvent peut-être même modifier votre structure, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur. Ça c'est à vous de voir en fonction de votre projet. J'ai sauté un slide, mais c'est pas très grave. Du coup, je vais en arriver là. Si, simplement sur la question, donc, pourquoi je vous ai mis ces trois images? Simplement parce que, bien évidemment, il y a la question de la médiation humaine, et j'ai mis une image avec un médiateur, mais je pense que vous êtes architecte, designer, il y a peut-être d'autres profils, je ne sais pas trop, mais c'est un concours d'architecture. Je pense qu'il y a bien évidemment un travail à faire sur votre structure, et c'est pour ça que j'ai mis deux murs d'escalade différents. C'est que ça rejoint la notion des prises de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prises que qui vont être facilement identifiables pour en fait les gens qui vont venir dans cette microstructure, et il y en a d'autres en fait qui vont être de l'ordre beaucoup plus de l'expertise. D'accord, c'est quand vous êtes face à une paroi comme ça, moi, je comprends toujours pas comment les gens arrivent à monter, mais ils y arrivent quand même parce qu'en fait il y a une relation entre ce mur et le toucher, les sensations, les savoirs, les compétences de cette personne. Et donc ce que j'essaye de vous dire au travers de ça, c'est simplement de vous dire comment vous pouvez donner des prises à toutes ces personnes pour qu'elles agissent dessus. Et une dernière chose avant de finir sur le dernier slide, sur la question de la médiation, pour faire très rapidement aussi, c'est que, là je fais référence à toute la théorie de l'action, la théorie de la traduction chez Bruno Latour, etc. C'est simplement, un médiateur, c'est quelque chose qui transforme. C'est pas simplement un intermédiaire. Un intermédiaire, c'est quelque chose, vous avez un point A, un point B, et vous avez un intermédiaire qui, en gros, va véhiculer une force, un objet, etc., entre un point A et un point B. Un médiateur, c'est quelque chose qui transforme. C'est-à-dire que quand votre objet ou tout ce que vous voulez part du point A, quand il va arriver au point B, c'est pas le même. Et donc la question de la médiation, qu'elle soit humaine ou qu'elle soit au travers d'un objet qui sera votre objet de micro-architecture, etc., si c'est un médiateur, il doit transformer l'expérience de la personne en soi. Et donc c'est comment ça transforme, non pas pour que la finalité ça soit numérique, mais grâce au numérique, comment elle transforme dans une visée que vous voulez lui donner. Une visée sociale, une visée d'accompagnement pour des démarches administratives, etc.
Et donc pour finir, la question du faire et du devenir, je crois que la question du faire, elle est assez évidente au vu de ce que je viens de dire. C'est qu'il faut faire avec ces gens-là. Quand je dis ces gens-là, c'est vos cibles, hein. La cible ou vos cibles, je ne sais pas si vous aurez tous les mêmes cibles. Donc pour fournir des prises à ces gens-là, pour qu'elles permettent aussi aux personnes de faire émerger ces prises pour qu'elles puissent agir dans ce dispositif. Et puis, donc ça c'est le faire, et le devenir avec, c'est simplement une référence aux travaux de Donna Haraway, la notion de becoming with. En fait, c'est simplement que Donna Haraway, qui est une anthropologue et qui travaille sur la relation, en fait, notre relation à la nature et aux animaux, dit qu'en fait on n'arrive pas à comprendre notre relation à la nature parce qu'on est dans une époque moderne où en gros on essaye de comprendre la nature comme une catégorie extérieure à la nôtre. Alors qu'en fait, on ne peut comprendre que notre relation au monde, à la nature et aux animaux, qu'à partir du moment où on la pense de l'intérieur. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'assez hybride et de fusionnel, où en fait, on ne peut évoluer qu'ensemble. Et donc voilà, c'est simplement pour vous dire, essayez de penser aussi le devenir de ces personnes-là, pas simplement dans un projet qui est celui d'un an, mais quel est le devenir de ces personnes-là dans la question du numérique. Et c'est pour ça que je vous ai mis en fait un panel de différents Rubik's Cube en me disant comment est-ce que vous pouvez penser peut-être quelque chose de modulaire, quelque chose qui peut changer selon vos désirs, mais aussi selon les pratiques, les savoirs, les compétences et les sensibilités de chacun. Merci à tous.